Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Il y a quelques jours, il y a le chef Otaku qui a sorti une vidéo où il comparait DBGT et DBS. J'avais sorti une vidéo de ce type il y a quelques années, je crois, mais moi, elle était complètement brouillonne, il y avait que de la merde dedans. J'avais pas organisé mon argumentaire, je parlais comme si je parlais à la zub à des potes, tu vois. Alors que là, elle a vraiment pris un barème avec un système de points qui permet de déterminer qui est le meilleur, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super. Donc je vais essayer de suivre son barème et on va regarder ce que ça donne. Bon, je sais que je suis suivi par plein de personnes qui sont fans de l'univers de Dragon Ball. Donc si vous voulez débattre en commentaire, etc., n'hésitez pas. Rune 1, plot de base. Déjà, ça c'est pertinent. Alors, qu'est-ce que j'entends par plot de base? Eh ben, tout simplement, l'idée... Attends. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y aura le résultat de notre jeu concours qu'on a lancé il y a un peu plus d'un mois. Donc je compte sur vous. Allez, on est reparti. Le prétexte que la série a trouvé, que les séries auront trouvé pour relancer l'histoire. C'est-à-dire l'idée de départ qui justifie l'existence de la série. Pour Dragon Ball GT, c'est ceci. Goku se fait rajeunir par des Dragon Ball secrètes défectueuses utilisées par son ancien ennemi Pilaf, qui s'éparpille aux quatre coins de l'univers, et il a un an pour les rassembler, sinon la Terre va exploser. Pour cela, il part avec Trunks et sa petite fille Pan à travers la galaxie. Pour Dragon Ball Super, c'est ceci. Après le combat contre Boo, la Terre connaît une période de paix. Cependant, le dieu de la destruction, Beerus, vient de se réveiller d'un sommeil de 39 ans avec l'intention d'affronter le Super Saiyan divin, le guerrier légendaire dont parle une ancienne prophétie exprimée par le poisson Oracle. Beerus va faire la bagarre avec Goku, blablabla, tu connais la suite. En fait, le plot de base que tu vas préférer, ça va dépendre un peu de ce que t'aimes le plus, de quel aspect tu aimes le plus dans l'univers Dragon Ball. Si t'aimes plus la baston, tu vas être plus attiré par le plot de DBS, et si t'aimes plus l'aventure et l'humour, tu seras plus attiré par Dragon Ball GT. Moi, j'aime autant ces deux aspects de Dragon Ball l'un que l'autre. Donc pour le coup, on va pas se prendre la tête, je vais leur donner un petit ex-aequo pour commencer. Pour ma part, il n'y a pas d'égalité là-dessus. Je préfère largement DBGT sur le plot de base. Je m'explique. Moi de base, Dragon Ball, j'aime trop pour les combats, on va pas se mentir. C'est pas pour le côté aventure, je sais pas quoi. Mais justement, le parti pris de DBGT de revenir aux sources, prendre des risques justement, parce qu'on a de quoi comparer en fait. On a Dragon Ball, le chef-d'œuvre. Et à côté, ils reprennent, on va dire, le même esprit, le même univers et tout. Donc nous, on les attendait au tournant. Bon, spoiler alert, ça a foiré complètement. Mais j'ai envie de te dire, pour la prise de risque, je les récompense. Alors que dans DBS, c'était, bon, on va juste mettre un méchant qui est encore plus puissant que les autres puissants qu'il y a eu dans l'univers. Et c'est tout, il n'y a rien de plus. Donc c'est pour ça que moi, pour ce côté-là, je vais donner DBGT 1 point. Rune 2, la temporalité. Temporalité ? Je pense qu'il est intéressant d'aborder la différence de temporalité entre les deux séries, c'est-à-dire à quelle époque elles se déroulent. Dans l'absolu, si l'on fait fi de nombreuses incohérences, les événements de DBS se déroulent avant ceux de DBGT, mais on le sait aujourd'hui que DBS a officiellement décanonisé Dragon Ball GT, et a en plus l'immense avantage d'avoir été directement développé avec Akira Toriyama, ce qui n'est pas le cas de DBGT. Ceci étant dit, Dragon Ball Super a aussi un énorme boulet à traîner question temporalité. Vu qu'ils ont choisi de concentrer tous les événements de la série entre la victoire face à Boo et l'épilogue du manga, donc la série ne peut pas se permettre trop de folie, parce qu'elle se doit de maintenir un semblant de cohérence à ce niveau. Et entre nous, absolument personne n'a demandé à voir ce que les personnages ont vécu durant les livres de 10 ans. Le manga et l'anime étaient très clairs là-dessus d'ailleurs. DBGT n'a beau ne pas être canon, tout ce qui s'y passe n'abîme en rien la continuité de l'œuvre de base, et n'est pas limité par une quelconque échéance temporelle. Et on pense ce qu'on veut de DBGT, au moins la série a essayé de répondre aux questions qu'on avait à la fin de Dragon Ball Z. Si l'objectif de départ de Dragon Ball GT était de revenir aux sources de Dragon Ball avec de l'aventure et de l'humour, la série était paradoxalement beaucoup plus tournée vers le futur de l'univers Dragon Ball, alors que Dragon Ball Super se retrouve déchiré entre proposer de la nouveauté et refuser de réellement avancer. De mon côté, honnêtement la temporalité, je m'en pétais un rein. J'ai jamais regardé Dragon Ball en me posant toutes ces questions-là. Mais là où il a raison, c'est que DBGT, c'était 10 ans de paix, et ensuite c'est parti en cacahuète complet. Alors que dans DBS, tout ce qui se passe, c'est entre la fin de Boo et l'arrivée de Oob. Donc à un moment, les frères, il se passe beaucoup trop de choses, hein, et il va avoir plus de gâche à un moment. C'est comme si tu essaies de garer une limousine dans un créneau pour une Fiat 500. Tu vois que c'est compliqué. Bah là, c'est la même chose. Donc pour le coup, même si je me suis jamais posé cette question-là, je donne encore un point à DBGT. On est à 2-0 là, mon pote. Rune 3, extension de l'univers et la mythologie. Intéressons-nous maintenant à ce que ces deux séries ont chacune apporté à l'univers Dragon Ball au global, c'est-à-dire
À quel point ces deux séries ont-elles pu permettre d'élargir le lore et la mythologie de Dragon Ball? Dragon Ball GT, si on regarde bien, n'a pas apporté beaucoup de choses en termes de mythologie. On a eu les Dragon Ball noirs et l'idée du méchant Shenron et des dragons maléfiques, ainsi que le retour des Tsuful, c'est-à-dire des idées qui s'appuient sur ce qu'il y avait déjà d'établi dans le lore original. Alors certes, on voit beaucoup de planètes différentes dans le premier arc de la série, mais c'est tout. On fait assez vite le tour, on a même le sentiment à la fin de la série que les personnages ont vu tout ce qu'il y avait à voir. Dragon Ball Super en revanche a véritablement élargi les horizons de l'univers et de la mythologie Dragon Ball. On a l'ajout de Beerus, Whis, les dieux de la destruction, les anges, Zeno, les 12 univers, les différentes timelines et bien évidemment les Dragon Ball Super, qui sont les véritables Dragon Ball originales. De ce côté-là, je rejoins le chef Otaku, donc au niveau de la mythologie, on a des BS qui gagnent par KO. Je suis désolé. Après, c'était deux approches différentes. On a des BGT où ils ont préféré aller creuser des choses sur lesquelles on s'était pas trop attardé, justement pour les développer. Des fois ça a été bien fait et des fois ça a été un flop total. Et on a des BS qui est parti en cacahuète avec plein d'univers, des dieux de la destruction, pardon, des anges, des je sais pas quoi, des antagonistes qui sortent de je sais pas d'où. Donc oui, là, DBS au niveau mythologie, c'est incroyable. Rune 4, prise de risque. La prise de risque maintenant. Bon là, c'est un critère un peu difficile à jauger parce que dans les deux séries, les prises de risque ont été rarement concluantes. Je pense que Dragon Ball GT a pris plus de risques en tentant dans son premier arc de revenir aux racines de Dragon Ball, en faisant passer le combat et les transformations au second plan. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le sujet, c'était vraiment foiré. Et d'un autre côté, Dragon Ball Super n'en a jamais vraiment trop pris de risques, et c'est dans sa grande majorité qu'on tentait de coller à une version Wish de ce qu'était Dragon Ball Z. C'était bagarre et transformation, sans jamais être vraiment incroyable non plus. Bon, si la seule prise de risque que je vois dans Dragon Ball Super, c'était peut-être le tournoi entre les univers 6 et 7, qui avait une petite vibe Tenkaichi Budokai à l'ancienne. Mais oui, sinon, on ne sortait pas trop des clous. Du coup, la question c'est, est-ce qu'une prise de risque ratée a plus de crédit qu'un choix safe mais médiocre? Je pense que oui, et que ça doit mettre au crédit de Dragon Ball GT, qui a certes raté, mais qui au moins a le mérite d'avoir essayé. Au niveau de la prise de risque, si ça tenait qu'à moi, j'aurais même enlevé des points à DBS. Tellement qu'il recycle les méchants. Freezer il est revenu 15 fois, on dirait un running gag tellement. Y a quoi aussi? Les transformations, à chaque fois ça surenchérit, il y a aucun sens. Personnellement, la prise de risque, il n'y en a aucune. Il y a même des chorégraphies de combat. Si je me rappelle bien, Toppo contre Vegeta, par exemple, au tournoi du pouvoir, c'était vraiment copié sur Vegeta contre Boo et sur Vegeta contre Cell. Exactement les mêmes choses. Ils ont juste changé la couleur des cheveux. Donc non, prise de risque aucune. Au niveau de DBGT, le fait de revenir aux sources, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une sacrée prise de risque. Ça a été de la merde, on est d'accord, mais ils l'ont fait, ils ont eu des couilles. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, c'est DBGT qui gagne encore. Rune 5, les concepts et les idées. Quand je dis concept, il faut comprendre les idées fortes, les concepts, la direction dans lesquelles les séries vont. Et à bien y regarder, c'est un peu lié aussi à ce que ça a apporté dans la mythologie. D'ailleurs, même ce point des concepts peut être décomposé en plusieurs petits points. On va pas tous les faire, mais on va en faire quelques-uns. Prenons les transformations. Dragon Ball GT nous en présente concrètement qu'une seule nouvelle, le Super Saiyan 4. Et franchement, le concept d'exploiter un gros pan de la mythologie Saiyan qui a été totalement oublié dans l'œuvre de base, l'Ozaru, est génial. Et j'en ai déjà parlé plus en détail ailleurs, mais ce que la forme raconte est vraiment chouette aussi. Et la scène de transformation de Goku est une masterclass. Ça reste une des formes de Goku les plus appréciées encore 20 ans après. Bon, je sais, vous voulez certainement que j'aborde le débat incroyable entre le SSJ Blue et le SSJ 4. Il y a vraiment un débat entre les deux transformations, faut m'expliquer. Parce que là, le SSJ 4, je l'aime trop, hein, on est d'accord, hein, même dans l'histoire, dans tout ce que ça raconte et tout, c'est incroyable. Il est trop stylé, 100 fois plus stylé que le SSJ Blue. Mais niveau puissance, il se fait déboîter sa grand-mère, les frères. On parle quand même d'un SSJ Blue avec un niveau divin. On parle pas de juste un pélo qui a réussi à maîtriser son gorille, je sais pas quoi. Donc non, au niveau puissance, il n'y a pas de débat de mon côté. Pas évident de trancher. Beaucoup reprochent aussi au SSJ Blue sa sobriété, en mode ouais, il a juste changé la couleur, il s'est pas fait chier. Ouais. Je trouve que le retour à la sobriété est une bonne chose. Frérot, le SSJ4 a la classe, mais regarde comment son design est complexe. Le souci du manga de base, c'est que plus on avance, plus les designs des Super Saiyan deviennent too much et tournent presque au grotesque. Théma à la tronche du SSJ3. Pourquoi tu crois qu'on a si peu vu cette forme depuis? Suffit de regarder les fanarts Dragon Ball GT qu'il y avait à l'époque sur le net. Tape SSJ5 ou SSJ10 sur Google et ose me dire que les designs ne sont pas grotesques. Non, franchement, changement de couleur, c'est simple et efficace. Rune 6, les méchants. Ah bah on en parle justement des méchants.
Qui dit Dragon Ball dit méchant emblématique, et laquelle des deux séries nous présente les antagonistes les plus stylax? C'est ce qu'on va voir. Dragon Ball GT nous présente finalement pas énormément de méchants, et quand je dis méchants, je parle des final boss. J'aime beaucoup Baby Vegeta, le chara-design est chambé, sa personnalité est cool, le concept du personnage qui est un genre de boue inversé est cool. Je pense qu'il peut s'asseoir à la table de Cell, Freezer et Majin Buu et même de Piccolo Damao sans problème. Super C17 avait du flow mais aucune substance, il ne fait jamais vraiment peur, et quant à Lee Shenron, son design défonce. Il est full monolithique mais il a quand même une certaine aura maléfique de boss final. De son côté, DBS a proposé énormément d'antagonistes plus ou moins secondaires. Genre Hit, il est stylé mais est-ce vraiment un ennemi? De même pour Beerus, même Jiren n'est pas vraiment un méchant mais plus un adversaire. À bien y réfléchir, je ne vois que deux véritables méchants dans la série DBS. Frieza, qui reste plus ou moins fidèle à lui-même, et bien évidemment Black / Zamasu, qui est selon moi la meilleure idée de tout DBS. Et c'est l'une des rares fois où le traitement de l'animé a été supérieur au manga. On a eu un méchant avec un véritable objectif, une vraie ambiguïté morale, une vraie personnalité. Zamasu était un dieu tellement frustré de ne pas pouvoir faire le bien qu'il en est devenu fou au point de faire le mal. Et c'est aussi, il me semble, le seul méchant qui a gagné à la fin. Oui, Zeno vient le buter, mais au final, il a quand même détruit l'univers de Trunks. Les héros ont été impuissants face à lui. Zamasu avait le potentiel de devenir le meilleur méchant de tout Dragon Ball. Hélas, servi par un scénario pas ouf, il se contentera seulement d'être le plus intéressant. Et si je mets le meilleur méchant de DBGT, Baby Vegeta, face au meilleur méchant de DBS, Zamasu, je choisis Zamasu. Hein. Le point du méchant va donc à DBS. DBGT il est important de le... On est à 6-1 là les frères. Après, j'ai pas compris pourquoi dans DBS, il a mis Freezer dedans. Pour moi, Freezer c'est Dragon Ball Z. Ils l'ont ramené 15 fois, je sais pas pourquoi, mais il a rien à faire dans DBS. Même si je le kiffe, hein. Mais à force qu'il le ramène, qu'il le recycle, il revient en Gold, il revient en Black maintenant. Pour moi, non, derrière, il saoule. J'aurais préféré qu'il crève à son prime, qu'on se dit putain, s'il était violent, c'était un putain de tyran et tout. Plutôt que là, tu le ramènes à chaque fois, il foire tout le temps ses plans. C'est bon, on dirait Minus et Cortex. Round 7, les combats. Ah, enfin. Qui dit Dragon Ball dit bien évidemment combat, et je suis sûr que la plupart d'entre vous s'attendaient à ce point et pensaient que ça allait être le point le plus costaud à traiter. Et ben en réalité ça va aller assez vite, hein. La question va être assez vite répondue. Il n'y a qu'un seul combat marquant dans Dragon Ball GT, Goku SCJ4 versus Baby Vegeta en Oozaru. Bon allez, je suis bonne poire, on va compter Gogeta Super Saiyan 4 versus Lee Shenron. Mais sinon niveau combat dans DBGT, on s'emmerde. Pourtant, la série a eu des occasions de faire des dingueries. Le combat Gohan contre Baby Goten aurait pu et aurait dû nous traumatiser, mais non. Un Kamehameha et c'était fini. Et je ne vais pas revenir sur le combat Super C17 contre Goku CCJ4, parce que là je vais dire trop de gros mots. Mais ça avait dessiné des méchants. En revanche, dans Dragon Ball Super, comme 90% du scénario c'est de la bagarre, il y a forcément plus de combats. Plus de combats à chier, mais aussi plus de combats sympas. Je ne vais pas trop détailler ici parce que ça va être lié au round suivant, mais le combat Goku-Jiren, même s'il ne raconte rien de foufou, enterre tous les fights de DBGT. Du coup, point à DBS. Je me sens roulé de le dire, hein, mais pour le coup, il a totalement raison. Au niveau des combats, on a eu des dingueries dans DBS. Quand ils veulent, ils peuvent faire un bon truc. Mais les 3/4 du temps, ils ont fait de la merde. Hein. Donc là, on est à 6-2 si je me trompe pas. Round 8, l'animation. Hein? Pourquoi frère tu nous parles de l'animation? Il y a 30 piges qui séparent les deux animés. Donc heureusement que DBS va être meilleur. Pour moi ce truc là j'ai même pas envie de le compter, mais on va écouter quand même. Bon, je sais ce que tu te dis, il y a 20 ans qui séparent les deux séries, donc ce point ne serait a priori pas très fair play. Déjà, pas forcément, hein. Il y a des combats de DBZ qui datent de 30 piges qui sont super bien animés, il n'y a aucun problème. Et en plus, bien évidemment, que je vais prendre cette différence d'âge en compte dans mon appréciation. Ah bah oui. Ça va. Tu seras peut-être surpris, mais je trouve que pour une 60aine d'épisodes et en prenant compte de l'époque, l'animation globale de DBGT est peut-être meilleure que celle de DBS. Et a en bonus ce charme old school, et old school, il n'y a pas plus cool. Les chara-design étaient encore très proches de ceux de DBZ, c'était anguleux, vif, nerveux, je kiffe. Alors oui, il y a des épisodes honteux par moment. Le vrai souci de Dragon Ball GT, c'est que je n'ai pas souvenir d'une seule séquence incroyable, au mieux de sa forme, c'était quand même moyen. Dragon Ball Super, avec 2 fois plus d'épisodes et un gap technologique de 20 ans, a une animation globalement pas dingue. On se souvient du très bas, mais l'animation de Dragon Ball Super a eu plusieurs moments très hauts. Goku versus Zamasu et Black, Végétaux contre God Zamasu, Jiren versus Goku Ultra Instinct, Jiren contre Frieza, Goku et C17, le combat C17 Goku et CJ Blue sorti de nulle part,
le putain de Kamehameha de Goku face à Caulifla, etc., etc. On a quand même eu pas mal de dingueries en termes de séquences d'animation dans DBS. Voilà, en vrai, c'était plutôt chouette. Bon, après, il y a le chara design qui est beaucoup plus cartoonesque. Je déteste les dessins de moins DBS. Nerveux, un peu moins badass. On est d'accord. Les musiques. Les musiques, y a pas photo là, je veux même pas débattre. Bon, déjà, qu'on soit clair, l'opening de Dragon Ball GT Dan Dan enterre absolument toutes les musiques et tous les openings de DBS. Mais d'accord. Il faut aussi admettre que c'est la seule musique marquante et qu'elle est bombardée à mort dans la série. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai réécouté les OST pour cette vidéo et franchement elles sont grave cool sa mère. Mais on ne s'en souvient pas plus que ça. Si, personne m'ont marqué de fou hein. De son côté, Dragon Ball Super a quand même plusieurs OST sympatoches. Les openings et endings, sans être mémorables, ne sont pas dégueux. La chanson d'Ultra Instinct est grave stylée et il y a plusieurs thèmes marquants, comme le thème de Black Goku par exemple. Je suis partagé finalement, non, les deux séries ont des OST plutôt cool, mais elles restent beaucoup moins cultes et magistrales que les OST de la série d'origine Dragon Ball Z. Oui. Donc là, on va être magnanime, on va dire ex-aequo sur le point musical. Non, y a pas d'ex-aequo. Après, le chef Otaku, j'avais remarqué qu'au niveau des OST, des musiques d'animé, etc., il est pas trop chaud là-dessus. Peut-être je me trompe, hein. Mais déjà, quand il a dit que l'OST de Bleach No.1, c'était pas une masterclass, et qu'il l'a comparé à Billy Crawford, je me suis dit non, on peut plus, on l'a perdu les frères. Pour moi, des BGT, allez écoutez, hein, y a toutes les OST sur YouTube. C'est incroyable, que ce soit le thème des Tsuful, le thème des 7 dragons, Dan Dan justement, il a dit que ça enterrait tout. Mais en plus, Dan Dan, elle a été refaite pour coller à chaque situation. Ils ont changé les instruments de musique pour que ça soit des moments nostalgiques, des moments tristes, des moments joyeux, des moments de la vie courante. Juste Dan Dan, déjà, il suffit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc non, pour moi, des BGT. Et on est à 7-3, mon pote. Le fanservice. Fanservice, je retire 10 points à DBS. Alors déjà, il faut distinguer le bon fanservice du mauvais fanservice. C'est du mauvais dans DBS. Le mauvais fanservice, il arrive, il voit un fan, bon bah il lui donne ce qu'il attend. Alors que le bon fanservice, il voit un fan qui arrive, il lui donne ce qu'il attend, mais c'est du bon fanservice. Voilà. Ça n'a rien à voir. Très bonne définition. Bon, plus sérieusement, je pense que niveau qualité de fanservice, les deux séries sont décevantes. Mais là où DBGT se contentait de petits caméos et autres easter eggs dissimulés par-ci par-là, Dragon Ball Super était beaucoup plus franc du collier sur la question. Ils ont fait revenir Frieza, ils ont fait revenir Mirai Trunks, ils ont fait revenir Végéto, ils nous ont ressorti Mystic Gohan, ils ont même fait des trucs que personne n'avait demandé en faisant revenir le commando Ginou. C'est 17, OP comme jamais, d'où ça sortait. Et le mindfuck total de Calais en Broly féminin. Sans déconner, c'était quoi ce délire? On a eu le droit à 2 vrais tournois d'un nouveau genre, et bien évidemment, il y a toutes les transformations. Dragon Ball GT à ce niveau, s'était vraiment contenté du minimum, à part le retour des Ozaru et la fusion SJ4, ils n'ont rien proposé de fou, et ont même fait des choix horribles concernant certains personnages. Genre Oob, il a été complètement souillé, et c'est quoi cette mort de merde de Piccolo, putain? Faut qu'on en parle, les frérots. Pour moi, quand on parle de fanservice, il y a les deux côtés. T'as le fanservice qui est là que pour le marketing, pour vendre des figurines. C'est ce qu'ils font dans DBS, exactement, hein. Ils font rien d'autre, les frères. Juste, ils changent les couleurs des cheveux, ils utilisent les mêmes moules, et ils te vendent, je sais pas, un Goku Super Saiyan, un Goku SSJ Blue, c'est la même chose. Ils font que ça. Alors que DBGT, ça se voit que ça a été fait par des passionnés de Dragon Ball. Ils ont fait du fanservice, mais ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'ils veulent voir, les fans? Ils veulent voir une nouvelle transformation de Goku? Mais ils sont allés puiser dans le truc de Goku que personne n'aurait pensé. Donc derrière, ils t'ont sorti le SSJ4 qui est incroyable, qui a une vraie histoire derrière, une vraie cohérence, et en plus qui est stylé de fou. Donc ça a fait plaisir aux fans, et c'était bien fait. Alors que DBS, c'est juste pour vendre des figurines. Donc non, si ça tenait qu'à moi, DBS, j'aurais enlevé -2 déjà. Beaucoup. Je crois la première fois que je vois un personnage régresser à ce point en termes de caractère. Le Goku de DBS est tellement neuneux et débile qu'il semble encore plus con que lorsqu'il était gamin. Il n'est jamais sage, jamais vraiment badass, le perso a 40 piges, il est grand-père et il se trimballe encore un syndrome de Peter Pan malaisant au possible. Alors que dans DBZ, Goku c'était The Man. Le gars arrivait à être naïf et rigolo tout en étant sage et badass. Les autres persos attendaient toujours Goku pas seulement parce qu'il allait foutre une branle aux méchants, mais aussi parce qu'il remontait le moral des troupes et donnait la ligne directrice à mener. Goku était un putain de leader et un putain de modèle. Dans Dragon Ball GT, ils ont fait régresser Goku physiquement en le ramenant en enfance, et dans le premier arc, il est juste un gamin débile qui fuit les responsabilités et fait le con. Mais nous avons eu l'arc Baby Vegeta, dans lequel le personnage se rend compte que sa nonchalance et ses gamineries ont mené la Terre et les siens à leur perte.
Tout est expliqué dans la scène où il se transforme en SCJ4 pour la première fois. Il se souvient de sa famille, de qui il est et de quel est son rôle. Bim, il se transforme en SCJ4 et a son corps d'adulte prêt à assumer ses responsabilités et sauver le monde. Et faut aussi qu'on évoque la fin de DBGT, qui est vraiment magnifique. Goku assume ses responsabilités dans la surutilisation des Dragon Ball et part avec Shenron on ne sait où pour les purifier. Il fait un dernier adieu à sa famille et ses amis, dignement, sobrement. Globalement, l'écriture de Goku n'est pas incroyable, ils auraient largement pu pousser le truc plus loin, mais au moins ils ont essayé de faire avancer le personnage. Le Goku de Dragon Ball GT a gagné en sagesse et en maturité au cours du récit. Le Goku de Dragon Ball Super a juste gagné des couleurs de cheveux. Voilà. Donc ce point final ira indiscutablement à Dragon Ball GT. Là-dessus on est d'accord, au niveau du scénario, de toute façon je vais prendre que 3 points sur Dragon Ball GT. Premier arc, c'est le retour aux sources, il redevient gamin, il part à l'aventure pour trouver les boules de cristal, etc. Ensuite il y a toutes les péripéties, avec les méchants Baby Vegeta et tout. Le dernier arc, c'est les boules de cristal qui deviennent méchantes, donc déjà ça c'était masterclass. Et à la fin, on a la fin magnifique qu'on a connue de DBGT. Donc juste pour moi, ça là, ça enterre largement DBS sur toute la ligne. Les frérots, on est de retour pour le fameux jeu concours. Pour rappel, il y a à peu près un mois, je vous avais proposé de gagner un petit cadeau avec une illustration de votre choix. C'était sur la vidéo sur la rentrée scolaire. Il y en a beaucoup qui ont participé. Là, je suis sur un site pour faire le tirage au sort. On va trouver le vainqueur. Alors, tac. Début. Trouvez les commentaires, il y en a 275, donc c'est là-dessus que ça va être sélectionné. Hein. Hop. Soyez patient. On n'a pas le temps. À quel moment on est patient? Ils ont attendu un mois, mon pote. Là, vous êtes d'accord, hein, il n'y a qu'un seul gagnant. J'ai pas exclu les doublons parce que j'avais bien noté que même s'il y a plein de commentaires, ça vous donnait plus de chances de gagner. On respecte tout ça, les frères. Et on a notre grand gagnant, les frérots, et c'est Ethan Benaïm. Ça me fait cher plaisir parce que c'est un pélo qui est toujours présent sur toutes nos vidéos, donc il a bien mérité son cadeau. Si tu passes par ici, comme d'habitude, tu m'envoies un petit message sur Instagram, on s'organise pour avoir ton adresse et tout, et pour te préparer le petit colis. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao! Bye.